Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de vous connecter aujourd'hui. Donc, je suis Virginie Chassaigne, je suis membre d'Europharmat et vous assistez aujourd'hui à un symposium qui est co-organisé par GNG MedTech et Europharmat, qui va traiter d'une thématique d'actualité sur la chirurgie et l'environnement. Donc, juste pour débuter, moi, je vais vous préciser quelques petites modalités techniques et puis après, je passerai la parole à Monsieur Chagnard qui se présentera et qui présentera la suite des interventions. Donc, sur les quelques petites modalités techniques, il faut savoir que cette session, elle est enregistrée et elle sera diffusée sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, si jamais vous pourrez la regarder a posteriori, pas de souci là-dessus. On va faire intervenir plusieurs personnes. Moi, dans le cadre de la modération, ce que je vais faire, c'est que je prendrai une question après chaque intervention, une ou deux questions. Et puis, s'il nous reste un peu de temps à la fin, on retraitera potentiellement d'autres questions qui auraient été mises dans le chat qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. Dans tous les cas, s'il y a des questions que j'ai pas le temps de prendre parce qu'on est limité par le temps, je vous invite à les poser sur l'adresse mail que je vais saisir dans le chat après, qui est contact@europharmat.com et on diffusera et ventilera ces questions en fonction des interlocuteurs. Et enfin, dernière petite modalité pratique, 5-10 minutes avant la fin du symposium, on va vous envoyer, pareil, dans le chat, un petit questionnaire de satisfaction que je vous invite à répondre parce que nous, c'est important pour nous pour savoir derrière, pour continuer à améliorer et puis évaluer un peu votre ressenti sur ce symposium. Cyril, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci Virginie pour cette introduction. Alors, je me présente Cyril Chagnard de l'équipe stratégique Johnson Johnson MedTech. Et donc ensemble avec Virginie, nous avons le plaisir de co-animer ce symposium GNJ cette année sur un sujet particulièrement intéressant qui est donc avancer ensemble, innovation durable pour une chirurgie respectueuse de l'environnement. Alors on va partager avec vous des exemples d'initiatives concrètes, récentes d'innovation durable en parlant de recyclage, d'éco-conception de produits et de soins, avec des intervenants, comme l'a dit Virginie, internes, mais aussi des partenaires externes. Donc, beaucoup de choses à vous partager. Et pour introduire ce symposium, je souhaite donner la parole à notre président, Johnson Johnson MedTech, François Godemey, pour quelques mots d'introduction. Merci François. Merci Cyril, merci à tous. Et je suis ravi d'ouvrir ce symposium. Je vais essayer d'être rapide pour introduire donc ce symposium intitulé Avancer ensemble, innovation durable pour une chirurgie respectueuse de l'environnement. Il me semblait important de rappeler peut-être d'abord, premièrement, des éléments de contexte, deuxièmement, les constats que je fais aussi en tant que membre du conseil d'administration du SNITEM, donc du secteur du dispositif médical. Et puis enfin des convictions que nous partageons chez GNJ dans cette mission qui est la nôtre que de décarboner la santé. Alors d'abord quelques éléments de contexte. D'abord la RSE, hein, la responsabilité sociale des entreprises. Évidemment, c'est un terme plus large que simplement la responsabilité environnementale, hein. Ça concerne l'intégration des critères de développement durable au sens large dans les entreprises du dispositif médical, ou les critères ESG en anglais, hein, donc environnement, social et gouvernance. Et les entreprises sont engagées sur ces trois volets, évidemment, même si nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui de ce qui concerne l'environnement. Peut-être aussi rappeler que les principaux objectifs d'une démarche RSE, c'est d'atténuer les risques, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou de gouvernance, mais c'est aussi de répondre aux attentes en fait des différentes parties prenantes, que ce soit les employés, que ce soit les clients, les consommateurs ou les fournisseurs, et d'intégrer ces enjeux de RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise dans un objectif de pérennité. Et ça, c'est aussi important parce que parfois on oppose RSE et pérennité de l'entreprise. En tout cas, on voit ça comme une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est vraiment un objectif de pérennisation des activités d'une organisation. Je vous rappelle aussi que la santé, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc si on regarde vraiment l'aspect environnemental, et que dans ces 8%, le dispositif médical représente plus de 20%, hein, on parle de 25-30% suivant les chiffres qui sont rapportés par le Shift Project en 2023 avec lequel nous collaborons évidemment. Et enfin, peut-être dernier élément de contexte, la démarche RSE
vous l'avez compris, hein, c'est avancer ensemble, c'est quelque chose qui se fait collectivement et avec l'implication de l'engagement et l'engagement de tous les acteurs du secteur. Donc, c'est pas quelque chose que on pense pouvoir faire tout seul. Alors peut-être dans un deuxième temps, rappeler et refaire quelques constats donc du secteur. Près de 75% des entreprises du dispositif médical, et c'est ce qu'on voit au SNITEM, ont initié des actions RSE au sein de leur structure. Donc, ce qui démontre un engagement fort et croissant du secteur. On n'était pas du tout à ces chiffres-là il y a encore 1 ou 2 ans. Et ces actions, elles se traduisent en particulier très concrètement par des partenariats ou des études qui sont menées avec des établissements de santé, des professionnels de soins ou des acteurs du secteur. Alors, c'est des bilans carbone hein, qui sont engagés. Ce sont des études d'impact environnemental, des analyses de cycle de vie ou des travaux de réutilisation, d'expérimentation autour de la réutilisation de dispositifs médicaux. Mais peut-être aussi rappeler quand même, et c'est un autre constat, que la mise en place de ces démarches, ça reste complexe et que les entreprises du dispositif médical, et on en discute beaucoup au SNITEM encore une fois, sont confrontées à de nombreux enjeux. Hein. Premier enjeu, c'est que la sécurité et la performance des produits au bénéfice des patients doit rester une priorité. La deuxième, c'est qu'on fait face à un environnement réglementaire et normatif qui est très compliqué, avec parfois des oppositions entre les textes qui sont mis en œuvre. On a évidemment une hétérogénéité du secteur qui fait que on a énormément de dispositifs médicaux qui sont très différents et qui nécessitent aussi une approche différente. Et puis concrètement aussi avec vous, les centres de soins, les réponses aux appels d'offres demandent aussi un appel à l'harmonisation dans les critères, dans les poids qui sont définis dans les processus d'achat. Et enfin, les enjeux sur le cycle de vie des dispositifs médicaux hein, qui vont de la conception avec l'utilisation des matériaux, le recyclage, la réutilisation, la limitation des emballages, mais aussi la logistique pour favoriser des circuits qui sont plus courts et puis qui prennent aussi en compte les enjeux liés aux pénuries. Donc tout ça, ça fait un environnement très complexe et c'est l'environnement dans lequel nous naviguons tous, et y compris J&J. Alors J&J MedTech, dans cet environnement, on a quelques convictions que je souhaitais partager avec vous ce soir. La première conviction, c'est que quand on est un acteur de santé, ben, on doit aussi se préoccuper de l'environnement parce que l'environnement a un impact, il y a une boucle de rétroaction sur la santé humaine. Hein, c'est le concept One Health. Donc tout ça est interconnecté et donc on ne peut pas être un acteur de santé responsable si on ne se préoccupe pas de son empreinte environnementale. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est que diminuer l'empreinte carbone, et en particulier des soins bloc-opératoires, c'est un marathon. C'est plusieurs années, voire plusieurs décennies d'engagement, hein, ce scope 1, scope 2, scope 3, sur lequel on va devoir et sur lequel on a commencé à travailler. Et c'est un marathon qui ne se gagnera pas seul. Donc il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de persistance, il faut du collectif. Et c'est un peu ça qu'on veut vous présenter ce soir avec mes équipes. Parce on collabore en fait beaucoup avec des partenaires externes, que ce soit le syndicat professionnel, le SNITEM, le Shift Project et d'autres sociétés avec lesquelles on a des collaborations ou même les centres de soins pour avancer. Voilà. Alors avant de repasser la main, je tiens encore une fois à remercier Dr Chassaigne qui a fait l'introduction. Donc, merci beaucoup. Cyril Chagnard aussi qui a organisé tout ça et ce webinaire aujourd'hui sur l'idée d'avancer ensemble pour une chirurgie plus respectueuse de l'environnement. Et je vais laisser la place aux équipes de Johnson Johnson MedTech qui vont essayer vraiment humblement de vous partager des initiatives qui sont très concrètes dans 3 de nos spécialités principales. Hein. Là, je vous rappelle, on a des activités en chirurgie générale, en cardiovasculaire et en orthopédie. Et donc des exemples très concrets sur des démarches que nous menons conjointement avec d'autres acteurs et en collaboration avec des partenaires externes, comme l'a dit Cyril, autour du recyclage, mais aussi de l'éco-conception, de la réduction des emballages, etc., etc. Merci à tous et excellent webinaire. Merci beaucoup François. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on aborde le sujet recyclage, donc chez une de nos divisions Ethicon. Et je laisse la parole à Sylvia Blary, chef de produit agraphage Ethicon, et Gert Van den Berg, directeur marketing en énergie. Ils sont actuellement à Lille, où il fait un peu froid, actuellement, à l'hôpital du Bois, pour vous partager une initiative concrète de recyclage de nos DM. Et merci Virginie aussi d'avoir accepté de mener l'entretien avec notre invité externe que vous allez découvrir.
Merci Cyril pour cette belle introduction. Et effectivement, on voudrait échanger avec vous comment on voit une collaboration au service de la responsabilité environnementale avec votre établissement. Et au-delà de ça, comment on veut s'engager ensemble en faveur d'une planète plus verte. Et comme François l'a bien dit, il y aura deux initiatives très concrètes qu'on veut partager avec vous. Et on va commencer avec le recyclage de nos batteries, de nos pinces agrafage motorisées. Et après, on enchaîne avec un pilote qu'on a mis en place pour recycler tous nos pinces agrafage et énergie à usage unique. Sur ce slide, actuellement, vous pouvez voir que une batterie sur 4 est recyclée. Comment? C'est très facile. On met à disposition un petit conteneur, comme vous le voyez à gauche, dans le bloc opératoire et on organise la collecte régulièrement avec votre établissement. Et c'est important de savoir qu'on parle ici du vrai recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Les piles ou les batteries sont broyées et après des traitements mécaniques et hydrométallurgiques, comme vous pouvez le voir, on peut séparer d'un côté fer, cuivre, aluminium et de l'autre côté du cobalt, nickel, lithium qu'on peut donner une deuxième vie. Et en totalité, on est capable de recycler 51% des composants de ce batterie. Et je partage aussi avec vous que ce programme est disponible partout en France. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'en parler avec votre responsable commercial de chez Ethicom. Si tu enchaînes avec le prochain slide, Cyril. Donc, pour aller plus loin, nous avons lancé un pilote de recyclage avec l'hôpital du Bois à Lille afin de recycler nos dispositifs d'agrafage et d'énergie à usage unique. On est parti du constat suivant. François en a parlé tout à l'heure. 8% des émissions de dioxyde de carbone proviennent de l'industrie de la santé. Sur ces 8%, il y en a 71% qui sont liés directement au cycle de vie du produit. On sait que incinérer une agrafeuse, c'est ce qui arrive le plus souvent, entraîne l'émission de 330 grammes de dioxyde de carbone, alors que la recycler permet d'en économiser 4 fois plus. Donc, on a mis en place un processus très simple. On a une phase qui va consister à collecter les dispositifs à usage unique dans des bacs dédiés au sein des blocs opératoires. Et ces dispositifs vont être ensuite envoyés en décontamination avant d'être finalement recyclés. Et les composants métalliques et plastiques qui sont recyclés peuvent alors être réintroduits dans différentes industries. On peut passer à la slide suivante. Au niveau de l'établissement, qu'est-ce qui se passe? Il est tout à fait possible de mesurer donc l'impact de ce programme grâce à un tableau de suivi que chaque personne impliquée dans le processus peut suivre depuis son smartphone en scannant un QR code qui est disponible sur des posters qui vont être dispatchés sur tout le circuit emprunté par les bacs de collecte. Je vais maintenant passer la parole à Corentin qui va pouvoir partager avec vous son expérience à l'hôpital du Bois. Bonjour à tous. Alors, du coup, je me permets de prendre la parole puisque c'est un peu ce qu'on avait prévu. Alors, merci déjà pour cette présentation. C'est très concret et je pense que ça va faire plaisir à l'auditoire parce que à l'heure actuelle, on a besoin justement de ce genre de solution parce qu'on fait tous le constat que au bloc opératoire, il y a énormément de déchets qui sont jetés et parfois on fait face à une certaine frustration sur la fin de vie de ces déchets, notamment ce que vous venez de présenter, tous ces pinces et l'agrafage. Donc, ça fait plaisir de pouvoir poser les questions à quelqu'un qui va nous faire son retour terrain et son expérience. D'abord, première question. Donc, on vient de voir, c'est un projet pilote de recyclage. J'imagine que c'est pas simple à mettre en place. Comment vous avez fait en pratique? Est-ce que vous avez rencontré des freins, des limites? Quels défis vous avez rencontrés pour mettre en place ce projet, du coup? Alors, je pense qu'on a eu quelques petits défis rencontrés. Pour moi, le premier, c'est surtout de réussir à faire asseoir toutes les équipes autour de la table lors des réunions. Même si chez nous, ça a quand même été facile parce qu'en fait, ce type de projet, on a des équipes qui sont très motivées par ce type-là. Ensuite, le deuxième défi, c'était
de réussir à mettre en place ce tri de dispositifs au sein du bloc opératoire sans perturber le rythme de nos équipes. On a eu l'aide de Julien et de Ethicon qui nous a vraiment aidé sur ce projet. Il est venu former nos équipes à cette nouvelle filière de recyclage au sein de nos blocs opératoires. On a aussi dû coordonner avec nos équipes d'Elior qui gèrent les flux des déchets au sein de nos établissements. Et donc aussi pendant la phase pilote, on continue d'ajuster aussi en fonction du retour de nos équipes pour que ce soit fluide vraiment au quotidien pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est pas perçu comme une charge de travail supplémentaire de la part des utilisateurs? Enfin, je vois qu'il y a une décontamination qui est prévue. Est-ce que ça a été facile à mettre en place, pas trop compliqué à former le personnel? Ça a été facile à mettre en place, très facile. En plus, comme je disais, Julien, il est venu former les équipes, donc ça a été très facilement mis en place. On n'a pas eu de retour négatif sur ça. D'accord. Et donc ça, c'est plus partie mise en place. Côté impact, est-ce que vous avez envisagé de mesurer l'impact justement de toutes vos actions? J'imagine en réduction de déchets, en économie de ressources. Est-ce qu'il y a des pistes sur ce sujet-là? Déjà, grâce à ce pilote, on a accès également à la plateforme Resourcify. C'est également la même plateforme où on va pouvoir, nous, quand nos bacs ils sont pleins, on peut lancer la collecte des bacs. Et après, dessus, on va avoir des données sur, par exemple, le nombre de dispositifs qui ont été recyclés, le nombre de CO2 économisés. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut obtenir grâce à cette plateforme. Et aussi, donc, comme disait Sylvia, c'est pour 1000 dispositifs recyclés, c'est par exemple 1120 kilos de CO2 économisés. Et en même temps, ce projet, nous, ça va permettre de réduire nos dasseries parce qu'auparavant, c'était ces dispositifs médicaux à usage unique, ils étaient mis en dasserie. Et donc là, maintenant, ils seront recyclés. Et ça va permettre de réduire nos coûts également. Voilà. D'accord. Et ces données, elles sont accessibles aussi par le personnel en salle. Ils ont des grâce au retours QR sur code présent dans les affiches, oui. D'accord. Okay. Tout le monde qui a accès au QR code peut avoir ces données en temps réel. Ok, bon, super. Donc, plutôt positif, quoi. C'est ça. Et du coup, peut-être, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux établissements de santé qui voudraient se lancer dans ce genre d'initiative? Parce que c'est vrai que moi, je peux faire mon retour d'expérience. Nous, on a mis aussi en place le recyclage au bloc opératoire, alors seulement sur les emballages. Hein. C'est vrai que c'est quand même pas évident parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Des petites astuces ou des conseils à donner à l'auditoire? Je pense que le conseil principal que je pourrais donner déjà, c'est de réussir à impliquer toutes les équipes dès le début du projet et également de garder les choses simples. Par exemple, nous, autour de la table, il y avait l'hygiéniste, il y avait les équipes d'Ethicon, les équipes du bloc, les ingénieurs environnementaux, il y avait également la direction, il y avait même un anesthésiste. Donc, vraiment impliquer toutes les équipes dès le début du projet. Ensuite, je pense que montrer que les résultats ils sont concrets, ça aide aussi à motiver. Donc, quand on va réduire nos dasseries, on va également réduire notre impact environnemental, ça peut motiver les équipes. Et après, je pense que le modèle qui a été mis en place par Ethicon, il est facilement adaptable et également reproductible. Donc, comme je le disais, si les équipes sont vraiment impliquées, donc ça pourrait vraiment donner envie aux autres hôpitaux de s'y lancer, vraiment. D'accord, ok. Bon, merci pour ces réponses. Je ne sais pas alors je regarde si dans le chat on a des questions. N'hésitez pas à faire parvenir vos questions au fil de l'eau, hein, c'est le moment. Et puis une fois de plus, si jamais vous voulez qu'on les traite plus à la fin, si ça vous vient au fil de l'eau, n'hésitez pas à les soumettre. Moi, j'aurais peut-être juste une dernière question parce que je vois qu'il n'y en a pas dans le chat. Entre l'idée qui germe dans la tête et la mise en place du dispositif, concrètement, il se passe combien de temps? On a mis environ 6 mois, je pense, oui. D'accord, ok. Bon, ça après, c'est parce qu'il y a eu quand même, quand on a commencé, après, il y a eu la grosse période avec juillet, août, avec les grandes vacances. Mais ça peut être vraiment mis en place très rapidement si tous les acteurs sont mis autour de la table. Ça peut aller très vite. Ok, bon, parfait. Écoutez, je vous remercie, Corentin, pour ces réponses. Et puis, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je propose peut-être qu'on enchaîne. Oui, merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup, Corentin. Merci à tous. Je vous propose qu'on enchaîne
sur donc maintenant une deuxième initiative autour de l'éco-conception des produits, cette fois-ci au sein de notre division Biosense Webster. Donc, c'est ici présenté par Susanna Marcelino au Marketing Europe et Laetitia Delair. Bonjour. Donc l'objectif est en effet de vous montrer quelques exemples pratiques du point de vue du développement de produits et des emballages en accord avec le développement durable. Comment on est focalisé sur l'électrophysiologie. Donc d'abord, qu'est-ce qu'est l'électrophysiologie? Donc l'électrophysiologie est le traitement des arythmies cardiaques quand le cœur bat trop vite. Et donc on va essayer de découvrir quelles sont les parties du cœur qui battent trop vite pour pouvoir les brûler. Et pour ça, on introduit des cathéters, des petits tubes à travers la veine fémorale qui va jusqu'au cœur. Donc, il y aura des différents types de cathéters. Des cathéters qui vont plutôt servir à voir les signaux qui viennent du cœur et d'autres cathéters qui seront plutôt pour brûler les parties du cœur qui battent trop vite. Il y a deux différentes façons de visualiser ces cathéters à travers le rayon X. Mais aussi à travers le système de navigation 3D, où là, on peut voir en 3D la reconstruction anatomique du cœur, aussi voir avec 1 mm de précision la vraie localisation des cathéters, et aussi mieux comprendre comment bat le cœur, parce qu'on va représenter les différents signaux du cœur en couleur qui va permettre aux médecins de mieux comprendre comment bat le cœur et où aller brûler les parties du cœur qui battent trop vite. Pour ça, on a différents composants hardware qui en fait vont servir à connecter le cathéter au système. Et on aura aussi le générateur qui permettra de faire ces brûlures à travers le cathéter. Ce système de navigation 3D, le CARTO, cette version-là existe depuis 2009. Et depuis 2009, on a constamment apporté de nouvelles innovations de façon à permettre un meilleur traitement aux patients, que ce soit que maintenant on arrive à dire aux médecins avec quelle force en grammes le cathéter appuie contre la paroi du cœur, parce que si on appuie trop fort, ça peut faire un trou sur le cœur. Donc constamment, on a apporté de nouvelles innovations. Et en fait, tout ça en gardant le même hardware du CARTO, et ça depuis 2009. Il est arrivé qu'exceptionnellement, on a dû changer quelques plaques dans les principaux components d'hardware, mais en soi, la majeure partie des différents composants d'hardware sont restés les mêmes depuis 2009, tout en constamment, année après année, apporter de nouvelles innovations et tout en étant pionnier sur ces nouvelles technologies. Un autre exemple concret, c'est sur la next slide. Les cathéters, chaque cathéter ont des différents circuits imprimés. Et en fait, le cathéter sera connecté à travers d'un câble au système de navigation 3D. Ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est qu'on a transféré les circuits imprimés du cathéter sur un autre câble. Et sur ce petit câble, en fait, qui est tout le temps connecté sur le hardware, il n'est pas en contact avec le patient, donc il n'a pas besoin d'être restérilisé. Et en fait, il dure des années et des années. Et ça permet de réduire les déchets électroniques générés par les cathéters. Et l'autre exemple que nous voulions partager avec vous, c'est par rapport à l'emballage. Donc ça, c'est l'exemple d'un nouveau cathéter que nous sommes en train de lancer. Donc l'emballage a été revu de façon à réduire significativement le plastique de cet emballage. Et ça sera mis en pratique à partir de l'année prochaine. Donc voilà les exemples pratiques qu'on voulait partager avec vous pour l'électrophysiologie. Merci beaucoup, Susanna. Merci. Alors, je regarde si on a des questions dans le chat. Ce n'est pas le cas. N'hésitez pas, je vous rappelle à poser vos questions. Je pense que nos intervenants seront un plaisir d'y répondre.
Moi, je voudrais juste rebondir sur votre dernière slide qui concernait tous les emballages. Alors, c'est vrai qu'au sein d'Europharmat, on a un groupe éco-responsabilité où on se pose beaucoup de questions et on essaye de réfléchir pour émettre des recommandations à destination des pharmaciens et des préconisations aussi à destination des fabricants et fournisseurs. Et on a un gros sujet que sont les emballages. Alors là, vous ne l'avez pas abordé, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait parler de la notice? Alors c'est vrai que bien souvent on se retrouve avec des notices papier qui sont de par réglementaires traduites dans plusieurs langues. Ces notices, bon, on ne va pas se voiler la face, elles ne sont pas forcément lues et ça fait des déchets. Est-ce que vous avez entamé un travail au sein de J&J sur certaines gammes de produits, notamment pour réduire les notices ou c'est pas voilà. Alors, pour les cathéters, pas encore parce qu'on n'arrive pas à cause des différentes régulations. Pour le système Carto, oui, il y a un très grand projet qui est en train d'être mis en place de façon à ce que dans le futur, tout ce qui est associé au Carto, donc les softwares qu'on lance chaque année, qu'il n'y ait plus du tout de notice d'utilisation imprimée et que ce soit électronique. D'accord. Si je peux me permettre, il faut savoir que effectivement, ces notices d'utilisation sont, pour la plupart des cas, encore obligatoires. Elles sont effectivement plus obligatoires pour certains dispositifs MDR, mais pour des types de dispositifs très particuliers. Oui. Je pense notamment aux classes 3 et certains dispositifs. Oui, c'est exact. Oui, oui. Et sur la question des emballages à proprement parler, là, vous nous montrez là pour ces produits une réduction du plastique. D'un point de vue réglementaire, quand vous faites des modifications sur l'emballage, est-ce que c'est un process qui est long à mettre en place? Parce que c'est vrai que nous, point de vue hospitalier, on a toujours tendance à se dire, bon, il y a trop d'emballage. Alors, c'est facile à dire, mais c'est de la faute du fournisseur. Il faut qu'il fasse un effort. Je crois savoir que c'est pas si simple que ça pour vous. Est-ce que vous avez, vous pouvez réagir là-dessus ou Oui, donc en effet, c'est pas facile. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de mettre nos efforts sur les nouveaux produits qu'on lance, de façon à ce que quand on les lance, on essaye d'optimiser l'emballage. C'est le cas ici de cet exemple. En fait, tout est une question de est-ce qu'on va, pour modifier les emballages de tous les cathéters qui existent déjà, ça voudrait dire que, par exemple, on devrait retarder de la nouvelle technologie qui pourrait améliorer aussi les résultats pour les patients. Donc, c'est difficile de tout faire en même temps, en fait, de changer les emballages qui existent aujourd'hui en détriment de nouvelles technologies qui peuvent aussi aider plus de patients. Donc, il y a ce souci-là. Il y a aussi le fait que c'est un peu un cycle vicieux. Donc, plus les hôpitaux recycleront les emballages, plus ça donnera l'argument pour l'industrie de plus investir sur changer les emballages et de les tourner plus recyclables. D'accord, donc un cercle vertueux peut-être. Voilà. Alors j'ai juste une petite question dans le chat rapidement. Le plastique de vos emballages est remplacé par quoi? Mais en fait, je pense que c'est une réduction tout simplement du plastique. C'est ça, c'est pas remplacé. Hein. C'est ça. D'accord. Ok. Ben, écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup, Susanna, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on passe donc à une troisième division de Johnson & Johnson depuis Synthèse. Donc, Gaëlle Moiret, directrice régionale et membre du comité RSE de J&J MedTech, qui va nous parler maintenant des défis du passage au stérile en traumatologie. Merci Cyril. Donc, bonsoir à tous. Tu peux passer peut-être à la slide suivante. Ouais. Donc, l'idée était de continuer cette présentation en fait sur l'exemple des Startubes que certains d'entre vous connaissent peut-être au sein de vos établissements. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le projet Startube en fait concerne les vis d'ostéosynthèse qui servent notamment pour la prise en charge des fractures.
et leur passage en fait en termes de conditionnement du restérilisable avec les gros racks de vis que vous connaissez qui subissent les cycles de stérilisation itératifs à l'usage unique avec la vis que vous voyez sur la droite de la slide, livrée stérile dans un petit tube. Et l'enjeu dans le cadre de l'implémentation de ce projet, c'était à la fois de maintenir une qualité de produit avec un bénéfice patient équivalent, sans toutefois dégrader effectivement l'impact environnemental. Et c'est en gardant à l'esprit que l'éco-conception doit malgré tout en fait se faire sur une approche équilibrée et une balance des critères d'utilisation économiques et environnementaux. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, depuis en fait le lancement de ces produits et dans le contexte de prise de conscience de l'impact environnemental du monde de la santé qui a déjà été évoqué, on a dû répondre en fait à énormément de questions de votre part et de la part de nos clients chirurgiens. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a lancé une étude qui visait à supporter la gestion et la compréhension des impacts de l'ensemble du cycle de vie de ces produits en particulier. Donc, en partenariat avec la société Anthesis, on a pu conduire une analyse de cycle de vie, qui visait à comparer le cycle de vie d'une vis non stérile restérilisable à celui d'une vis stérile à usage unique, dans le est une société qui est complètement externe à J&J et donc totalement indépendante. Et elle a pu s'appuyer en fait sur les exigences et les recommandations des différentes normes ISO 14044, le protocole des émissions de gaz à effet de serre et la norme PAS 2050. Et vous voyez un point d'interrogation sur cette slide parce que nous ne sommes pas aujourd'hui autorisés à vous présenter les résultats complètement détaillés. Ils peuvent néanmoins faire l'objet en fait d'une présentation qui sera personnalisée dans le cadre d'un rendez-vous avec vous au sein de vos établissements. Mais néanmoins, on peut aujourd'hui affirmer qu'ils indiquent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre lors de l'utilisation de ces vis. Donc, à titre d'exemple plus concret, au Royaume-Uni, la phase d'utilisation des vis restérilisables représente en fait 95% des émissions de gaz à effet de serre dans la totalité émissions dans cette analyse de cycle de vie. Sur les vis stériles, donc quand on enlève toute la phase de restérilisation, de reconditionnement au sein de vos établissements, le packaging passe à 86% de l'impact total, mais l'impact est drastiquement diminué. Évidemment, il manque ici la prise en compte d'autres critères d'impact environnementaux. Les émissions de gaz à effet de serre sont quand même les plus significatifs, les mieux compris aujourd'hui et surtout les plus aisément quantifiables puisque la biodiversité, les autres impacts sont plus difficiles à évaluer. On peut passer à la slide suivante. Donc, d'une manière plus élargie, et comme on l'a vu dans l'analyse de cycle de vie, la partie la plus importante, en fait, réside dans la phase d'usage. C'est-à-dire chez vous, ce passage, en fait, du restérilisable à l'usage unique s'est inscrit, en fait, dans un programme plus large intitulé 4S, qui avait pour objectif, et qui a toujours pour objectif, puisqu'il existe encore, d'améliorer l'efficience des process hospitaliers dans leur ensemble, non seulement environnementaux, mais aussi de réduire les coûts et d'améliorer la traçabilité, puisque quand on utilise des vis restérilisables, on perd en fait la notion de numéro de lot et numéro de série. Ainsi, au-delà de l'implant dont on vient de parler, il couvre la totalité du process au sein des blocs opératoires, d'abord en rationalisant les stocks et les instrumentations, en collaboration avec vos équipes, en améliorant donc la traçabilité, comme je viens de le dire, et en proposant en fait un service de conseil et de planification. Et donc, si on passe à la slide suivante, on va voir qu'en plus des résultats de l'analyse de cycle de vie, le programme 4S a pu démontrer d'autres impacts positifs, tels que la réduction des coûts pour l'hôpital, par diminution du nombre de cycles de stérilisation, puisqu'on a pu, pour une procédure donnée, restériliser l'ensemble des sets utilisés sur un seul cycle d'autoclave au lieu de 2,1 cycles d'autoclave précédemment nécessaires. Et du coup, on a pu réduire, et on peut passer à la slide suivante, réduire la consommation d'eau de 320 litres par procédure. Donc, vous voyez les équivalences qui vous parlent un petit peu plus dans votre vie personnelle. Et réduire également la consommation électrique de plus de 5 kWh par procédure. Donc, comme vous pouvez le constater, la mesure et l'appréciation des impacts environnementaux d'un produit doivent surtout se faire à l'éclairage en fait, de données et sur la base de données fiables.
Euh, merci. Merci Gaëlle pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Alors, je vois qu'il y a une petite question dans le chat que je vais me permettre de vous poser si j'arrive à le réouvrir. Mais les normes de traitement ne sont pas les mêmes UK et NL qu'en France. Il y a aussi le problème de ce que l'on jette si on n'a pas ouvert la bonne taille de vis stérile, alors que jusqu'à ce jour, on la remet dans la boîte de stérilisation. Cet impact est-il mesuré? Alors, merci pour la question qui est très pointue. Donc, pour cela, il faudrait effectivement repartir dans le détail des hypothèses de l'analyse de cycle de vie. Il faut savoir que quand on fait une analyse de cycle de vie, on essaye de partir sur les hypothèses identiques, ce qui veut dire que pour une procédure de prise en charge d'une fracture quelconque, effectivement, si vous jetez une vis restérilisable, ça fait un impact supplémentaire. Mais de toute façon, si vous êtes sur du restérilisable, vous allez être obligé de restériliser un rack qui contient entre 100 et 120 vis selon les configurations, avec un poids de plateau qui, de toute façon, sera largement compensé par le poids final de la vis à usage unique. Et si vous voulez plus de détails, on pourra et on est en mesure de vous communiquer les détails de l'analyse de cycle de vie qui répondront concrètement et en chiffres à vos interrogations. Mais pour ça, il faut qu'on puisse effectivement se voir dans un contexte plus intimiste. Oui, donc à la personne qui a posé les questions, en effet, je vous invite à contacter directement Madame Moiré. J'ai fait exactement la même remarque pour info hier quand on a un peu débriefé en disant que l'on reste un peu sur notre faim parce que voilà, on n'est pas en mesure en l'état là, de présenter les résultats devant nous tous, mais par contre on peut avoir ces informations en direct. Et une remarque également qui a été faite dans le chat sur le fait que les cycles de ST ne sont pas non plus les mêmes. Et ça rejoint ce qui a été dit exactement un peu plus haut sur les normes de traitement, en précisant qu'en France, on est sur du 134 degrés 18 minutes versus 134 degrés 3 minutes. Donc, on n'est pas sur les mêmes consommations non plus. Donc, voilà, attention une fois de plus. Mais ça reprend d'une façon générale quand on analyse et qu'on lit de la littérature sur les analyses de cycle de vie, il faut savoir rester toujours critique parce que c'est pas forcément transposable d'un établissement à l'autre. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la... Ah si, j'ai une dernière question. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. C'est quoi les 4S approches? Alors, oui, si on peut revenir sur la slide, le programme 4S, en fait, c'est le programme qui s'articule. Alors, vous le voyez en fait sur la slide, c'est un inventaire standardisé. Donc, c'est standardisation, stérilisation, sécurité et service. Donc, en fait, c'est le programme qui a accompagné, puisque vous imaginez très bien, je pense, que quand nos commerciaux sont venus vous voir en vous disant, bah voilà, ces racks de 120 vis stériles que vous avez dans une seule boîte, il va falloir les stocker au sein de votre établissement. Et donc, il faut qu'on puisse aussi vous accompagner sur justement cette standardisation, la planification, l'organisation au sein du bloc pour que, en fait, ça ne vienne pas de façon complètement disruptive, perturber votre organisation, puisqu'il faut que vous puissiez avoir au sein de la salle d'intervention les tailles de vis dont vous auriez besoin et que forcément, ça prend plus de place. Donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, un accompagnement sur l'ensemble de la mise en place de cette solution où il y a un audit qui est organisé par un commercial un peu senior qui va venir vraiment analyser avec vous vos pratiques, vos usages, parce qu'on sait que de toute façon, on arrive à dire bah, sur tel type de patient, on a besoin de telle taille de vis, tel diamètre, donc on peut renforcer le dépôt sur ces tailles-là et puis être un peu plus léger sur les autres. La partie stérile, donc pour l'implémentation, effectivement, pour vous expliquer et travailler avec les équipes sur la formation, sur comment on utilise les Startubes, comment on les sert stérilement au bloc. Le passeport implant avec justement la traçabilité vraiment encore plus sérieuse et plus fiable de chacune des vis qui est posée aux patients. Et puis, en fait, l'assistance continue sur l'ajustement permanent des stocks, sur comment les stocker, trouver les meilleures solutions qui s'adaptent à l'architecture et aux contraintes de votre bloc opératoire. Parfait. Je vous remercie. C'était clair comme réponse. Avec plaisir. Merci. On va continuer. Donc, passer cette fois-ci vous savez, au sein de GMATech, pour promouvoir une santé plus durable en France et soutenir des actions pratiques et concrètes,
on développe aussi des partenariats externes qui soient historiques, comme par exemple avec nos partenaires H&M sur l'optimisation des parcours patients, et cela a un réel impact en termes de RSE, ou bien avec d'autres partenaires, comme aujourd'hui Take a Waste, qui apporte une réelle expertise pour optimiser les déchets au bloc opératoire. Et Alexis, je te laisse présenter l'approche innovante de Take a Waste. Merci beaucoup Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis Lemédier, l'un des deux fondateurs de Take a Waste, et je vais vous présenter la prestation de conseil qu'on a construit avec GNG pour réduire l'empreinte matière au bloc opératoire. Pourquoi le bloc opératoire? Parce que tout indique que c'est là qu'on concentre l'essentiel de l'impact environnemental de l'hôpital. On a ici quelques chiffres de l'ASFAR qui montrent que les blocs, c'est au moins 25% de l'impact total des hôpitaux régionaux. En termes de consommation d'énergie, on serait sur des ratios de 3 à 6 fois plus par mètre carré par rapport aux services. Et en termes de production de déchets, on a une donnée qui reste à affiner, objectiver, mais on serait à 27 kg de déchets par opération chirurgicale. Donc le bloc, c'est le cœur du réacteur à l'hôpital, et c'est là qu'il faut travailler si on veut réduire son impact environnemental en général, et en particulier son impact matière. C'est la raison du partenariat avec GNG. Nous, Take a Waste, on est une start-up spécialisée dans la mise en place du tri et la réduction des déchets, en particulier dans des établissements de santé. On existe depuis 2018 et on travaille avec à peu près un peu plus de 800 sites partout en France, dont 500 du secteur de la santé. Ce qu'on voit ici à droite, quelques groupes clients avec lesquels on travaille. Ce qu'on remonte comme chiffre clé depuis 2018, c'est d'abord d'un point de vue économique, environ 5 000 € d'économie possible sur les prestations de collecte existantes. Donc, vous payez une certaine somme chacun tous les ans sur vos déchets. Il est possible d'optimiser cette somme d'environ 5 000 € par an. D'un point de vue environnemental, on fait monter significativement le taux de recyclage de 15 points en moyenne, ce qui correspond à la mise en place de 6 nouvelles filières de tri dans chaque établissement client. On travaille au-delà du recyclage au zéro enfouissement avec les clients qui le souhaitent et qui veulent aller loin sur ce sujet. Et puis, on n'est pas prestataire de collecte des déchets nous-mêmes, mais on travaille avec tous ceux qui existent localement un peu partout en France. Et ça, c'est un réseau d'à peu près 2500 prestataires de collecte partenaires. Avec GNG sur le bloc opératoire, on vous propose une prestation de conseil visant à réduire l'empreinte matière. Cette prestation, elle doit être délimitée, elle doit avoir un périmètre qui est assez bien défini au démarrage de la prestation. Donc à fixer avec chaque établissement, mais on veut se focaliser sur une spécialité et si possible quelques interventions représentatives de cette spécialité pour mesurer la quantité de matière et la réduire. Évidemment, il faut que les soignants de cette spécialité soient motivés avant de lancer la mission, puisque c'est une mission qui reste assez longue et qui implique certaines recherches de données et temps à passer côté établissement, donc il faut de la motivation. L'objectif d'ensemble, c'est de regarder précisément ce qui va rentrer au bloc comme produit et de le mettre en relation avec ce qui va sortir du bloc comme déchet. Il y a vraiment cette approche amont-aval dans la mission globale réduction de l'empreinte matière au bloc. Dans cette mission, il y a une première phase d'état des lieux, une deuxième phase de recommandation, une troisième phase de suivi. Là, dans les quelques minutes qu'on a, on ne va pas avoir le temps de détailler chaque phase. On voulait au moins vous présenter ce schéma-là sur la partie état des lieux pour que ce soit plus concret. Donc, dans l'état des lieux, on fait une analyse des flux de matière. Et encore une fois, on va regarder ce qui rentre, c'est-à-dire les produits achetés. On classera en famille de produits selon vos classifications à vous en établissement. On va regarder les dispositifs médicaux, évidemment, le drapage et les EPI, le matériel chirurgical selon les spécialités. Donc, on va regarder tout ce qui entre dans le bloc
et mesurer combien de matière ça fait. Et en aval, côté déchets, on va regarder tout ce qui sort et selon les filières de tri qui sont mises en place ou non. Donc les filières de tri les plus courantes, hein, ça va être DOM, déchets assimilés aux ordures ménagères, les DASRI bien sûr, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et puis de plus en plus, on voit métaux de bloc, textiles sanitaires, les emballages, on pourrait subdiviser en sous-familles, le verre pharmaceutique et d'autres déchets encore. Donc voilà un premier aperçu sur l'état des lieux. Et puis l'objectif pour conclure, c'est bien d'avoir une mesure de l'empreinte matière au bloc opératoire et in fine de la réduire. Parfait. Merci Merci. Alexis. Merci pour cette présentation. Je regarde si j'ai des questions. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions qui sont apparues pendant la présentation d'Alexis. N'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question pratico-pratique qui rejoint un peu celle qui a été posée tout à l'heure à Corentin. La durée de votre intervention, de votre mission, c'est en moyenne combien de temps? Enfin, j'imagine que ça dépend aussi du périmètre, hein, mais Oui, ça dépendra du périmètre, mais c'est en tout 12 à 18 mois de mission, avec schématiquement 4 mois d'état des lieux, 2 à 3 mois de recommandation et 6 à 12 mois de suivi selon la taille et les ambitions de l'établissement. d'accord. Et en termes d'implication, enfin, j'imagine que ça demande aussi l'implication d'acteurs divers et variés. Ça doit être assez lourd à mettre en place, non, en pratique? Il faut de la motivation. Les acteurs clés à impliquer, c'est le pharmacien ou la pharmacienne et les chirurgiens et chirurgiennes des spécialités concernées. Ça demande du temps, surtout pour le recueil de données, et notamment de données d'achat. Il faut faire des extractions et rentrer un petit peu dans les systèmes d'information pour voir ce qui est acheté en unité, en poids potentiellement, et puis après, nous, on fait le travail de convertir en matière. D'accord, donc vous rentrez assez finement dans les données. Alors, une petite question, quelle est la différence, qui est sortie 2 fois, quelle est la différence entre dispositif médical et matériel chirurgical dans les entrants? Oui, bonne question. Dispositifs médicaux, c'est sans doute trop large ici, parce que même drapage GPI, ça peut être considéré comme des dispositifs médicaux. L'idée est de plutôt coller à vos grilles à vous et de faire autant de familles produits que pertinent. Donc, s'il faut subdiviser les dispositifs médicaux en 3, 4, 5, selon les spécialités, potentiellement le format, les matières, on le fera. D'accord. Bon. Une petite blague aussi. Je suppose que les flacons de verre dans les sortants sont des flacons de médicaments et non de spiritueux. Ben, j'espère aussi. Moi, j'avais encore une petite question. Si je me mets dans la position d'un établissement qui fait déjà du tri, on a vu qu'il y a certains établissements qui sont déjà pas mal au point sur le sujet, qui ont de nombreuses filières, c'est cadré, tout. Enfin, je ne veux pas dire tout roule parce que c'est jamais parfait. Est-ce qu'on a intérêt quand même à vous contacter? Quelle serait votre plus-value? Est-ce que vous pouvez intervenir quand même à ce niveau? Bah, effectivement, c'est toujours potentiellement du travail à faire sur le tri, mais pour les établissements qui sont déjà bons, l'intérêt de la prestation, elle se situera plutôt en amont. Donc, pour le coup, c'est l'occasion de faire un travail sur les achats, de voir concrètement ce qui rentre dans le bloc, de le convertir en quantité de matière, et puis de travailler à réduire ou optimiser voilà, sur des kits de soins à usage unique, un nombre de compresses, des quantités d'injections qui sont préparées, pas utilisées. Il y a plein d'optimisations qu'on peut faire en amont si on est déjà bon en aval. Et alors là, il y a encore 2 questions. Est-ce que certaines spécialités ou interventions sont plus faciles à étudier pour démarrer ou enclencher? Ou est-ce que en fait, l'approche, elle est plus globale sur tout le bloc? L'approche reste globale et il n'y a pas de spécialité, je pense, qui sont intrinsèquement plus faciles ou plus dures. Donc ça va vraiment dépendre de la motivation des équipes.
et de la capacité à aller chercher de la donnée sur ce qui rentre, encore une fois. D'accord. Et je prends une dernière question. Existe-t-il des prestataires pour la collecte spécifique du verre médical? Ah, ça, on a déjà échangé là-dessus. C'est un gros sujet. Je te confirme que c'est un sujet. On voit des expérimentations qui émergent. Là, il y en a une en Nouvelle-Aquitaine qui est menée par Suez, qui concerne uniquement le verre sodocalcique, qui est un des deux types de verre médical avec le verre borosilicate. Une autre expérimentation en cours dans les Hauts-de-France, mais dont les résultats ne sont pas encore connus. Donc pour répondre globalement, non, le verre médical n'est pas une filière mature et disponible partout en France, mais ça émerge et on suit ça de près, évidemment. Parfait. Ben, merci Alexis pour ces réponses. Merci beaucoup, Alexis. J'ai compris que vous suivez de près le verre médical, hein, c'est bien ça. Oui, pas le verre de D'accord. bouteille d'alcool. Merci beaucoup, Alexis. Et je propose qu'on prenne un peu de recul maintenant pour voir un petit peu sur toutes nos actions et orientations stratégiques d'G&G MedTech. Et je laisse la parole à Sandra Leclerc, qui est Supply Chain Manager et PMO RSE au sein de G&G MedTech, pour avoir cette approche un peu globale de G&G. Merci beaucoup. On va faire ça très rapidement. L'objectif de mon intervention, c'est simplement d'apporter un chapeau plutôt côté G&G MedTech à la stratégie globale et quant aux objectifs climatiques globaux. Donc, le premier message, c'est qu'on a des objectifs climatiques qui sont SBTI certified. Donc, ça veut dire ça qui sont tout simplement fondés sur la science validé par le Science Based Target Initiative, qui est un organisme indépendant et global. Tu peux rester hein, voilà, sur celui-là. C'est automatique, je crois qu'on a mis une programmation. T'inquiète pas, on va aller vite. Vas-y. Donc, on a des objectifs qui sont validés par la science. Ça veut dire en ligne avec les accords de Paris et la dernière science relative à comment atteindre ces accords de Paris. Le deuxième message, c'est qu'il couvre nos trois périmètres, donc le périmètre des émissions directes 1 et 2 et les périmètres des émissions indirectes, donc 3. Ils sont quantifiés sur nos deux premiers périmètres. Donc, on a un objectif d'approvisionner 100% de nos usines et centres de R&D internes avec de l'électricité renouvelable d'ici l'année prochaine, et c'est déjà le cas en Europe d'ailleurs. On a l'objectif de réduire d'ici 2030 par rapport à 2021 de 44% de nos émissions directes de gaz à effet de serre. Et en attendant de pouvoir quantifier des émissions de gaz à effet de serre, enfin une réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur notre scope indirect, qui est, comme pour vous d'ailleurs, le plus gros, on a un engagement d'engager nos fournisseurs dans une démarche scientifique, justement pour que eux-mêmes déjà s'engagent à avoir des réductions de CO2 basées sur la science. Pour qu'ensuite on puisse assez rapidement, à moyen terme, dans les 2-3 prochaines années, quantifier quelque chose qui soit scientifiquement validé pour notre scope 3. Donc on travaille en parallèle à la quantification de ce dernier et l'engagement de nos fournisseurs. Parce que comme le disait notre président, Monsieur Godmer, en introduction, nos dispositifs médicaux sont quand même extrêmement hétéroclites en termes de matériaux et de processus de fabrication et en termes voilà, d'appropriation, de collecte de données, d'enregistrement, tout ça dans le système, ça prend du temps, tout simplement. Tu peux passer à la slide suivante. On est donc en ligne avec nos objectifs. Et puis, par ailleurs, on est reconnu globalement. Vous voyez, EcoVadis, c'est le World Economic Forum, mais aussi en France. Donc, ça fait 2 années de suite. Là, très récemment, on a eu la confirmation côté MedTech qu'on était certifié A+ par la CAP, et ça fait plus de 20 ans que la CAP, elle gère l'indice vert. Elle fait des audits du coup externes assez reconnus dans notre secteur. Donc voilà, on en est fiers et on voulait vous notifier notre engagement aussi par notre reconnaissance. Ça, c'est nos priorités locales. Là, vous avez vu des exemples concrets sur nos produits.
On a une feuille de route autour du développement durable qui s'orchestre autour de plusieurs process clés pour faire avancer tout ça. L'optimisation, c'est le bilan carbone tout simplement et la trajectoire. Le recyclage, vous en avez entendu parler. La structure, je voudrais juste mentionner le fait qu'on s'organise en gouvernance interne, mais aussi externe. On essaie de collaborer un maximum avec les sachants et les partenaires qui peuvent nous aider en termes de services, mais aussi en termes de structure d'approche et de la donnée. Donc là, on parle notamment de l'approche EcoScore et du Shift. Et on a un gros pilier éducation et ce symposium en fait partie. Voilà pour l'approche globale. Merci Sandra. Et c'est vrai que je vois la contribution au groupe SNITEM RSE à l'initiative EcoScore. Virginie, vous êtes aussi impliquée, non, sur l'EcoScore? Oui, c'est un projet. Alors, j'ai vu, on nous demandait dans les commentaires si c'est possible de le mettre en format diaporama. Oui, Parce que je vais le vous êtes- remettre, pardon, je vais mais le remettre bon, un peu diaporama, mais il y avait ce sujet minuté. Bon, voilà, en tout cas. L'EcoScore, rapidement, c'est un projet qui est très ambitieux, mais qui est très attendu. Alors, EcoScore ou score de durabilité, la sémantique n'est pas encore figée. C'est un projet qui est coporté, alors SNITEM, C2DS, que je dise pas de bêtises, AFNOR, Europharmat, pour lesquels donc on a créé plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires. Donc ça, c'est vraiment la force de ce projet, c'est d'impliquer tout type de profil, des industriels, des pharmaciens, des acheteurs, du privé, du public, et on réfléchit à mettre au point un outil qui soit à destination du fabricant, de l'industriel, pour sortir un score en fait qui évalue différentes vulnérabilités, donc 6 vulnérabilités, et ce score permettrait à l'acheteur ou au pharmacien d'avoir quelques données sur l'impact, on va dire environnemental, mais au sens large, puisqu'on a aussi l'aspect sociétal qui est pris en compte dans ce score pour voilà, éventuellement ces appels d'offres. Donc ça a été dit, on a évoqué un peu les marchés tout à l'heure. Rapidement. Donc voilà, c'est un score sur lequel on travaille activement, qui serait attendu pour fin 2024, on va dire peut-être début 2025, voilà, pour pas être trop ambitieux. Voilà pour le score. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Alors normalement, vous avez tous reçu en pop-up dans votre, le petit questionnaire de satisfaction. Je vous invite à y répondre s'il vous plaît. On peut peut-être prendre une toute dernière question. Il nous reste 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on a une question. Alors, je pense qu'il cible peut-être plus Alexis, s'il est encore là. Existe-t-il des filières de recyclage Il a du dû partir. carton? Ah, il est parti. Il a dû partir. Ah, mince. Bon, tant pis alors. Il répondra plus tard. Non, on prend la question, il répondra. On répondra plus tard, sur le carton blanc. Alors oui, c'est vrai qu'en effet, on recycle le carton, mais alors le carton blanc, j'imagine que c'est celui qui est un peu légèrement plastifié dessus. Question, la CAHPP veut dire centrale d'achat d'hospitalisation privée, non? Alors, je sais pas. Oui, voilà. Okay. Oui, absolument. Mais donc ils auditent les industriels. Donc ils passent au peigne fin en fait tout l'engagement sociétal et environnemental et tous les documents justificatifs. C'est comme un très très gros AO, très 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 détaillé. Que sur en gros que sur la responsabilité sociétale et environnementale. On parle de la CAP, c'est ça? Pardon? On parle de la CAP? On parle de la CAP, ouais. Donc, centrale d'achat privé. Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. On est pile dans les temps, donc c'est parfait. Moi, je veux juste conclure avec 2 mots et après, je vous laisserai la parole, Cyril. Déjà, je voulais remercier du fond du cœur les intervenants pour la qualité de leur présentation. On les a challengés sur des sujets d'actualité. On leur a demandé de tenir les temps. Ils ont tenu les temps, donc c'est un 20 sur 20. Je voulais remercier J&J MedTech au nom d'Europharmat parce que
été un plaisir d'organiser ce symposium avec vous. Et j'espère que voilà, nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à écouter ces présentations. Et puis, voilà, moi, je pense que j'ai conclu ainsi. Donc, on a dit que le développement durable, c'était un marathon. Moi, je dirais même que c'est peut-être une course de fond. On va aller, ça ne peut pas se faire tout seul. Les acteurs, ils sont tous impliqués autant que possible, mais je pense que l'hospitalier ne peut rien faire seul et a besoin de l'industriel, tout comme l'industriel aura besoin de l'hospitalier pour aller jusqu'au bout de ce long parcours. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, je vous remercie. Et Cyril, je ne sais pas si vous voulez conclure également. Juste déjà vous remercier, Virginie, merci pour votre participation, nous avons beaucoup challengé. C'était un plaisir. Et puis oui, en effet, avançons ensemble, continuons à amener de nouvelles discussions ensemble pour avancer sur ce sujet qui est passionnant. Merci beaucoup, il est 18h pile, donc merci aux intervenants et on vous laisse. Tout est enregistré, donc vous pouvez aussi bien le partager avec d'autres collègues. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Vous pouvez échanger ce soir. Merci à tous.